Voici la première partie. Au cœur d'une nuit américaine d'une rare quiétude, un appel perça soudain le silence, déclenchant l'une des enquêtes les plus déroutantes de ces derniers temps. Dans un modeste appartement du centre-ville, des murmures évoquant une scène de crime avaient transformé une soirée ordinaire en un mystère oppressant. Lorsque les forces de l'ordre arrivèrent, elles s'attendaient à découvrir un cruel tableau où une âme disparue gisait dans la douleur. Mais elles se retrouvèrent face à une pièce vide, comme si la victime, une jeune femme nommée Chelsea Monroe, s'était évanouie dans la nuit. L'appartement, marqué par les stigmates d'une lutte violente, révélait des traces confuses et des signes d'une agitation inexplicable, agrémentés d'un équipement d'escalade abandonné sur le balcon, objet inerte si incongru qu'il éveillait immédiatement les soupçons. Était-ce l'œuvre d'une mise en scène habile ou bien Chelsea avait-elle été arrachée au bras de la réalité et entraînée dans le labyrinthe de la nuit? Rapidement, dans les bas-fonds de la rumeur, une théorie glaciale émergea. Mason Monroe, le frère de Chelsea, se retrouva subitement placé au cœur des investigations, renforcé par l'ombre d'un mobile sinistre. Une succession récente lui avait attribué un modeste appartement, autrefois appartenant à sa défunte sœur. Pourtant, la disparition du corps demeurait un mystère isolé dans son étrangeté. Les experts en scène de crime, le visage empreint de détermination, fouillaient minutieusement chaque recoin de la pièce afin de déceler la moindre piste, et leur verdict fut aussi déstabilisant qu'effrayant. Le corps de Chelsea avait été abaissé délibérément depuis le balcon et dissimulé non loin de là. Ce geste, d'une précision presque chirurgicale, traduisait la froideur d'un plan ourdi minutieusement, mélangeant calcul implacable et tragédie viscérale. Au fil de l'enquête, des incohérences commencèrent à émerger, enchevêtrant davantage un labyrinthe de mensonges et de trahisons. Un certain Marcus Reed fit son apparition, une figure tourmentée qui clamait avoir découvert les restes de Chelsea, mais dont les déclarations se fissurèrent en affirmant que la victime n'était autre que sa fiancée, arrachée dans un geste brutal d'amour trahi. Ces accusations, vigoureusement adressées à Mason, dessinaient le portrait d'un frère voué à orchestrer un acte impardonnable pour un gain personnel, alors que les preuves, pourtant éparses dans l'appartement, semblaient offrir une réalité embrouillée. Un crime commis en pleine lumière, masqué par des artifices destinés à détourner l'attention. Dans ce maelstrom de doutes et de soupçons, chaque indice, depuis la présence inexplicable de matériel d'escalade jusqu'aux témoignages contradictoires, laissait entrevoir l'existence d'une vérité multiforme et insaisissable. Tandis que les enquêteurs recollaient patiemment les fragments d'une vie fauchée trop tôt, une interrogation obsédante s'imposa dans les esprits. S'agissait-il d'un acte de trahison familiale ou d'une machination soigneusement orchestrée pour dissimuler une conspiration encore plus sinistre? Le chemin se faisait de plus en plus obscur. Les motifs se mêlaient et se confondaient, plongeant l'affaire dans un abîme d'intrigue capable de tout engloutir sur son passage. Au fur et à mesure que l'enquête se perdait dans les méandres du dossier, de nouvelles contradictions faisaient apparaître un tableau encore plus sombre. Des spécialistes médico-légaux arrivèrent sur une scène énigmatique. Un cottage rustique jadis appartenant à la famille Monroe. Au milieu de l'odeur persistante de fumée et du désordre causé par des meubles renversés, les enquêteurs découvrirent un corps méconnaissable, ravagé par les flammes dont l'intensité avait effacé bien des détails des instants fatals. Ce sinistre décor, assemblé à la hâte dans un brasier de sabotage et d'incendie criminel, semblait soutenir l'idée que la vie de Chelsea avait été brutalement éteinte, non pas dans l'appartement où son absence avait d'abord troublé les autorités, mais bien dans ce refuge isolé. Pourtant, chaque nouveau rebondissement semblait orchestré pour égarer la vérité, laissant planer le doute sur ce qui était réel et ce qui avait été délibérément dissimulé. Au cœur de cette tourmente, une voix, marquée par la détresse et l'accusation implacable, s'éleva. Derek Lawson, un homme dont la vie avait été irrémédiablement bouleversée par la perte de sa fiancée, se fit l'écho de la douleur et de l'indignation d'un amour trahi. Dans un flot de déclarations poignantes, il affirmait sans équivoque que la femme qu'il aimait avait été assassinée, et son verbe se dirigea aussitôt contre Mason Monroe, le frère de Chelsea. Pour lui, Mason avait minutieusement orchestré chaque atroce détail, depuis la disparition mystérieuse du corps jusqu'à sa profanation sur le domaine familial. La situation se chargea d'une preuve accablante. Une fine boucle d'oreille en argent, glissée dans le coffre usé de la camionnette de Mason,
dont l'authenticité était corroborée par le souvenir d'un bijou appartenant à Chelsea. Dans la tension palpable d'une cité rythmée par les murmures de la trahison et de l'envie, il aurait été aisé de laisser la culpabilité familiale l'emporter sur la balance de la justice. Pourtant, au fil du dépouillement méthodique des artifices, les experts médico-légaux découvrirent des détails incongrus. Les restes calcinés, soumis à une analyse rigoureuse, dévoilèrent des anomalies qui contredisaient la version initiale. La violence du feu avait non seulement effacé une grande partie des preuves directes, mais il avait aussi laissé derrière lui des fragments déroutants, autant d'énigmes que de réponses incomplètes. Comment une telle mise à feu, apparemment habilement orchestrée, pouvait-elle à la fois détruire le chemin de la preuve tout en dévoilant des indices presque trop précis? L'enquête se retrouva à un tournant décisif, oscillant entre une accusation évidente de trahison familiale et l'émergence d'un complot soigneusement ourdi, destiné à piéger Mason, tout en dissimulant l'identité du véritable cerveau des opérations. Chaque élément nouveau, chaque contradiction relevée dans le témoignage des protagonistes, venait complexifier encore davantage le récit. Pris dans cette zone incertaine, entre l'innocence et la culpabilité, les enquêteurs avançaient sur un terrain mouvant, où la vérité et le mensonge se confondaient. L'affaire Monroe n'était pas près de trouver sa clôture, et face au crescendo des murmures de duplicité, ceux qui fouillaient les méandres d'un drame aux allures d'intrigue semblaient s'interroger sur la nature même du crime. Était-ce une narration cohérente ou une mise en scène habilement calquée sur un écran de fumée, conçu par ceux dont les dessins demeuraient plus tumultueux qu'on ne pouvait le soupçonner? Tandis que le dossier se déployait dans des directions inattendues, l'ombre d'un dénouement aussi spectaculaire qu'inexpliqué se profilait, laissant entrevoir la possibilité d'une révélation capable de renverser tout ce que l'on croyait savoir. Alors que l'enquête atteignait un point névralgique, l'atmosphère se chargea d'une tension presque palpable, comme si chaque minute rapprochait un public de la vérité, enfoui au cœur du mystère. Les experts médico-légaux, s'efforçant de démêler une toile d'indices tortueux et contradictoires, mirent en lumière une réalité qui défiait la version acceptée des faits. Leur analyse approfondie des débris calcinés découverts au cottage, jadis considérés comme la preuve accablante de la culpabilité de Mason Monroe, révéla que les marques de brûlure et les résidus chimiques auraient été savamment orchestrés. Plutôt que de simplement masquer un crime familial, ces éléments semblaient avoir été mis en place pour détourner l'attention des regards curieux, suggérant ainsi l'intervention d'un tiers aux desseins obscurs. Chaque détail jusque-là passé sous silence reprit soudainement son importance. Le matériel d'escalade déposé sur le balcon de l'appartement, initialement perçu comme un étrange objet abandonné, fut réexaminé sous un nouveau jour. Ce matériel n'était peut-être pas l'outil d'un simple oubli, mais bien celui d'un enlèvement méticuleux, planifié de façon à évacuer une victime de la scène de crime sans éveiller de soupçons immédiats. Ce nouvel angle, associé au témoignage énigmatique et à la mystérieuse boucle d'oreille en argent trouvée dans le coffre d'un véhicule, esquissait peu à peu les contours d'une conspiration dont la portée dépassait l'entendement. La sombre figure de Chelsea Monroe se retrouvait ainsi reléguée au rang de pion dans un jeu d'échecs bien plus vaste, orchestré par une main invisible, doté de rancune personnelle et d'ambition cachée. Dans le silence feutré des interrogatoires et sous le regard inquisiteur des enquêteurs, des rumeurs commencèrent à se répandre à voix basse. Des rencontres secrètes dans des dîners désertés au petit matin, des conversations chuchotées au fond d'anciennes ruelles et des transactions dissimulées entre les murs décrépits de bars oubliés par le temps faisaient écho à une trahison ancrée dans le passé. Les secrets enfouis depuis des années, les querelles de famille et les ressentiments longtemps tus ressurgissaient pour peindre le tableau d'un complot d'une complexité inouïe. Face à ce dédale de faux-semblants, les enquêteurs se trouvaient à la croisée des chemins, tiraillés entre une version de l'histoire tout tracée et celle d'un scénario ourdi avec une minutie diabolique. Finalement, alors que les derniers fils d'une intrigue aussi dense que déconcertante se retrouvaient entre les mains d'enquêteurs acharnés, les interrogations se faisaient plus pressantes encore. Était-il possible que Mason Monroe, dont le mobile semblait évident et dont les preuves s'accumulaient, ne soit qu'un bouc émissaire savamment choisi pour détourner l'attention d'un véritable stratagème? Ou bien observions-nous, là, la main habile d'un manipulateur invisible, plantant les graines d'un complot aux ramifications insoupçonnées?
Dans ce jeu pervers de masques et de faux-semblants, la vérité semblait se jouer à l'ombre d'un rideau toujours plus épais. Tandis que chaque nouvelle découverte transformait le récit en un enchevêtrement de pistes inextricables, nous en venions à nous interroger sur la nature même de la justice et sur ce que nous sommes prêts à croire quand le mensonge se drape d'apparence de vérité. Est-ce que, dans ce labyrinthe de trahison et d'ambiguïté, il est possible de démêler les fils d'un destin manipulé par des forces que nous ignorions? Alors que vous absorbez les contours de cette énigme, laissez-vous emporter par la question. Qui, dans l'ombre, tient réellement les rênes de ce drame? N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer la suite des investigations et découvrir si, au-delà des apparences, se cache une machination encore plus vaste qu'on ne l'imaginait.